Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va échanger avec une triathlète qui pour le coup est un petit peu éloignée, mais on va revenir avec notre invitée là-dessus. Elle est professionnelle depuis 2021, elle performe au plus haut niveau, que ce soit sur du 73 mais même sur des distances un peu plus longues. On va parler de tout ça avec Marjolaine Pierret. Salut Marjolaine. Bonjour. Marjolaine, je suis content qu'on arrive à se parler. Comme je te le disais en off, on s'est un petit peu couru après. Aussi sur l'autre podcast Devenir triathlète que je produis avec mon ami Olivier. Et ça me fait toujours plaisir de recevoir des triathlètes sur ce podcast Dans les vestiaires. Le triathlon qui est plus un sport que je connais, j'ai pratiqué. Je pratique un peu moins maintenant, je suis plutôt sur le swimrun et sur de l'endurance longue en course à pied. Toi, tu es triathlète. Ce que je te propose, tout de suite, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Marjolaine Pierret? Oui, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à se trouver. Le triathlon, c'est un sport qui demande énormément de temps, mais je suis contente de l'avoir trouvé là un peu en fin de saison. Donc, je m'appelle Marjolaine Pierret. Pour me présenter rapidement, j'ai 24 ans depuis quelques jours. Et je fais du triathlon donc, depuis 3 ans en tant que professionnelle. Ça m'est un peu tombé dessus. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai connu le triathlon très jeune avec mes 2 parents qui faisaient du triathlon. Donc, c'était un sport qui m'était pas méconnu, mais... Voilà, j'avais pas forcément envie de le pratiquer. J'habitais à l'île de la Réunion et pour moi, j'avais pas envie de passer tout mon temps à faire du triathlon. Il y avait beaucoup d'autres choses qui paraissaient fun et sympa. Donc j'ai commencé le triathlon que à l'âge de 18 ans quand je suis arrivée à Aix-en-Provence pour mes études. J'avais en fait beaucoup plus de temps et c'est vraiment là que j'ai découvert la joie que j'avais de faire ce sport. Et en fait, c'était par simple question d'ennui. Le week-end, tous mes potes rentraient chez leurs parents et moi, j'étais toute seule, donc c'était assez compliqué et le triathlon m'a permis de me sentir un peu plus accompagnée, on va dire. Alors j'aime bien quand tu nous dis que le triathlon t'est tombé dessus par hasard, c'était pas forcément le sport dans lequel tu voulais te lancer, mais j'imagine qu'en commençant le triathlon à 18 ans, à 24 ans, en étant performeuse sur du triathlon et notamment les triathlons longue distance, t'as dû commencer par faire d'autres sports quand t'étais plus jeune. Oui, exactement. Donc j'ai fait beaucoup de gymnastique dès l'âge de 8 ans jusqu'à mes 16 ans en sport-études. Donc je m'entraînais 4 à 6 heures par jour et la gym, c'est vraiment un sport que j'ai vraiment adoré, que ça soit dans le sport en lui-même, mais aussi dans l'éducation que ça peut donner. C'est vraiment une base pour moi de la vie. On crée vraiment une base en soi, avec son corps, avec sa tête. Et voilà, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport qui est fait en équipe. Donc avec des entraîneurs qui sont souvent vus comme très stricts. En tout cas, le mien l'était et je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir éduquée comme ça. Et ouais, c'est vraiment, vraiment un sport que j'aime et
énormément et j'aurais aimé en refaire. C'est vrai que quand j'ai voulu en refaire, quand je suis rentrée de l'île de la Réunion, en fait à l'île de la Réunion c'était un peu compliqué le sport-études, fallait aller dans un lycée et ma mère était prof dans un autre lycée, donc j'allais dans le lycée de ma maman. Et du coup, j'ai dû arrêter en fait la gym à cause de ça parce que j'étais dans un groupe avec des filles qui avaient 18 ans et moi j'en avais 12, donc il y avait un peu un écart et je me sentais pas trop à ma place. Et le groupe de mon âge était en sport-études, mais pas dans le lycée ni dans le collège qui m'allait. Donc j'ai dû arrêter et je me suis tournée vers l'athlétisme, qui était beaucoup plus proche de mon lycée et de là où j'habitais, parce que la gym c'était à 1h30 en voiture aller et 1h30 retour. Donc mes parents nous emmenaient et nous regardaient pendant 4 heures nous entraîner et on rentrait tard le soir. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un peu trop et je me suis tournée vers l'athlétisme à l'âge de 16 ans. Et j'ai aussi adoré, j'ai eu un entraîneur adorable, un peu un coach perso, il était là que pour moi parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait faire de l'athlétisme. Donc non, c'était aussi top cette transition. Bon, cool. Donc du coup, tu as quand même mis un peu les pieds dans un des 3 sports du triathlon avec l'athlétisme. Est-ce que du coup, la gym te sert maintenant en triathlon, notamment pour les transitions? Tu arrives sur le vélo, tu fais un salto ou tu sautes du vélo avec un salto et puis une belle réception et là, t'es jugé, tu reçois une note par les juges, non? Non, pas vraiment. On va dire que je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là à tomber ou à devoir faire quelque chose de qui était plus dans le monde de la gymnastique. Non, j'ai vraiment dû arrêter avec la gym. On va dire que ça m'a donné énormément de souplesse, énormément de gainage. C'est vraiment les 2 choses, je pense, qui sont prédominantes et qui sont encore en moi et la rigueur. Peut-être que j'aurais eu aussi cette rigueur sans faire de gym, mais moi je suis persuadée que ce qu'on fait jeune, on le garde et on grandit avec et ouais, franchement, la rigueur, le gainage et la souplesse, c'est ce qui m'aide, je pense. Et je le vois parce que plus je fais du triathlon, moins je suis souple. Donc j'essaye de garder un peu de souplesse, mais on s'en raidit, c'est hallucinant, quoi. C'était quoi ta spécialité en gym? Parce qu'à ce micro, on a reçu aussi Maëlie Abadi qui fait du tumbling. Toi, tu faisais quoi? Alors moi, je faisais sol, poutre, saut et barre. Et on va dire, de mémoire, c'était la poutre et le sol. Je sais que, de mémoire, ça fait quand même un peu longtemps, on va dire. Mais c'était, la poutre, j'adorais ça. Et le sol, on avait une musique, en fait. Et c'était vraiment quelque chose que, je répétais. Mais mes parents nous avaient aménagé, parce que mon frère faisait aussi de la gymnastique. Et ils nous avaient aménagé le sous-sol. Et on avait donc une sorte de salle de gym à la maison. Et j'en faisais, mais vraiment tout le temps. Dès que mes copines venaient de l'école élémentaire, elles venaient à la maison et je leur faisais des cours de gym. Enfin, j'étais gym 24/24, quoi. J'ai toujours été à fond dans quelque chose, en tout cas, je me souviens. Tu nous as dit 18 ans, tu arrives en France, tu quittes la Réunion, tu arrives à Aix-en-Provence pour tes études. Est-ce qu'il y avait des études en mode sport-études ou c'était uniquement concentré sur les études et c'est là que tu as commencé à découvrir le triathlon? Alors non, j'ai jamais été en sport-études, même en gym. Mes 2 parents sont profs, donc mon père est maître de conférence, ma mère est prof dans un lycée. J'ai été éduquée comme ça, ma grand-mère est prof, enfin, c'était on fait le bac, on fait des études supérieures et on va jusqu'au doctorat, quoi. Donc on choisit sa filière, j'ai jamais été obligée à faire quoi que ce soit, mais il y avait vraiment, le sport était génial comme moyen de s'évader, évacuer après les révisions ou avant. Mais l'objectif principal, c'était l'école et ça l'a toujours été. Donc je n'ai jamais été en sport-études. J'ai même dû, entre guillemets, arrêter la gym parce que ça ne coïncidait plus avec le collège et le lycée. Mais non, j'ai toujours dû composer comme ça jusqu'au Covid, qui m'a fait aussi composer en fait, parce que donc pour revenir, quand je suis arrivée à Aix-en-Provence, je suis allée au salon des sports à Aix-en-Provence et il y avait donc le club de gym et le club d'Aix, donc qui était le triathlex, et j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je refais de la gym, et je me suis dit non mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et en 2 ans, on perd énormément. Enfin, je voyais très bien que je n'étais plus au niveau et j'avais pas envie de faire de la gym pour faire de la gym et voir que ce que je faisais à 12 ans, j'arrivais même plus à le faire à 18. Donc, du coup, ça m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, allez, nouveau départ, on recommence quelque chose. Je vais faire du triathlon. Ça prend beaucoup de temps et les horaires d'entraînement correspondaient bien avec mes études, parce que j'ai fait des études en expertise comptable. Donc, pareil, ça prenait beaucoup de temps.
Et voilà, j'ai toujours composé, donc c'était le matin très tôt à 6h avant les cours, entre midi et 2, et le soir après avec les clubs. Bon, donc là, tu commences à goûter au triathlon, tu commences à être piqué par le virus. Donc quand tu avais 18 ans, c'était il y a 5 ans. Donc 2 ans après, tu l'as dit, il y a le Covid. Mais entre 2018 et 2020, le début du Covid, comment est-ce que tu découvres, progresses dans le triathlon ? Alors, j'ai vraiment fait ce sport. Voilà, moi, j'ai toujours fait du sport. Donc, le sport a toujours été important dans ma famille et pour moi. Donc, le triathlon, c'était un moyen de m'évader après les cours, avant les cours, un moyen de se sentir bien, etc., etc. Mais ouais, non, c'était comme ça, quoi, pour le fun, pour sortir, pour prendre l'air et pour avoir aussi rencontré des amis parce que finalement, le club d'athlétisme, j'ai rencontré énormément de copains et de copines et j'ai dû encore avoir un dilemme entre club d'athlé ou club de triathlon parce que je pouvais pas tout faire, quoi. J'avais fait une séance de natation la veille et le lendemain sur la piste c'était encore une séance et puis le jeudi c'était une séance en vélo et enfin je faisais séance sur séance donc je me suis dit bon là faut que je me calme et il faut que je fasse un choix encore entre l'athlé et le triathlon et je me suis dit j'adore l'athlé et l'athlé ça fait partie du triathlon donc allez je choisis le triathlon, pas trop un choix quoi mais du coup je suis partie comme ça dans le triathlon. Il y a eu le Covid et en fait Covid oblige, on a été tous confinés. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire du sport maintenant tous les jours, beaucoup plus que de travailler et la tendance est un peu inversée quoi. La tendance s'inverse. Ok, tu continues tes études, mais tu bascules un petit peu plus dans le triathlon. Là, on est en 2020. Tu nous as dit tout à l'heure que tu passes triathlète pro en 2021. D'ailleurs, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, ils savent peut-être pas ce que ça veut dire devenir triathlète professionnel, donc on y reviendra après. Mais en gros, comment est-ce que entre ce début de Covid et 2021, tu deviens une athlète de haut niveau et puis après, tu deviens professionnelle ? Alors, tout est allé très vite. C'est vrai que ta question me permet de refaire un peu le chemin. Mais alors, il y a eu le Covid. Je me suis rendu compte que dans mon 20 mètres carrés à Aix-en-Provence, je ne pouvais pas rester là, confinée toute seule. Et j'avais énormément de chance d'avoir mes parents à la Réunion. Donc, je suis rentrée à l'île de la Réunion. Je ne sais même pas comment j'ai pu faire aussi rapidement. J'ai pris mon chat. Je me souviens, il fallait des vaccins obligatoires. J'ai rien fait de tout ça. C'est tellement c'est tellement la fin du monde qu'à l'aéroport, c'était n'importe quoi. Je suis partie, mais du jour au lendemain, vraiment. J'ai pris mon billet, ça m'était jamais arrivé. J'avais pensé payer un billet comme ça du jour au lendemain. Je suis partie et sans retour. J'ai fait un aller simple à la Réunion. De quoi demain était fait. Et en fait, les cours se passaient en distanciel. Donc, ça me permettait, avec le décalage horaire, de faire mes cours de 11h à 20h. Et en fait, à la Réunion, on fait du sport le matin. Donc ça me permettait de faire du sport le matin. Et j'avais beaucoup de chance parce que dans la résidence où je suis, il y avait une piscine, il y a une sorte de petit jardin, donc je pouvais faire de la PPG, j'avais un home trainer, j'avais la piscine et on pouvait courir 1 heure. Donc au final, je pouvais faire tout ce que je voulais en termes de sport. Il y avait des milliards de séances qui sortaient de partout, de tous les sites internet, donc j'avais plein d'idées pour m'entraîner. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc je faisais mon sport le matin, j'avais les cours ensuite, je refaisais un peu le soir et voilà, j'ai commencé à être un peu droguée, quoi, je pense. Bon, mais tout ça, ça explique pas comment est-ce que tu deviens sportif de haut niveau. Non, moi aussi, j'en ai bien profité pendant le confinement. J'avais 4 enfants à la maison, je faisais du sport, je bossais, je me mettais sur ma terrasse, je faisais du home trainer. Moi, j'habitais au Luxembourg, donc j'avais pas ce cercle d'1 kilomètre, cette limitation d'1 kilomètre. Je pouvais aller gambader 30 bandes si je voulais. Pourtant, je suis pas devenu sportif de haut niveau. Bon, j'avais le double de ton âge, faut le dire. Mais non, mais comment est-ce que le switch s'opère, justement ? Comment est-ce que d'une passion pour le sport, ça devient plus une passion pour le triathlon et de cette passion pour le triathlon, tu bifurques vers un statut d'athlète de haut niveau. Comment se passent tes premières compétitions ? Qu'est-ce qui te fait dire que voilà, c'est bon, tu commences à avoir un certain niveau et puis je commence à avoir un certain niveau, comment est-ce que tu te dis tiens, je vais en faire mon métier puis je vais en vivre parce que quand on est expert comptable, les sous, on sait les compter quand même normalement. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses là, je me suis jamais posé toutes ces questions, c'est vrai que ça fait un peu une rétrospection de ma vie là. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que beaucoup se demandent et peut-être ont envie de faire la même chose. Et à vrai dire, j'ai toujours fait du sport, mais je pense que le déclic, honnêtement, parce que effectivement, je m'entraînais comme tout le monde avait le même temps pendant le Covid, tout le monde faisait énormément de sport, tout le monde en a fait beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon entraîneur qui est toujours le même aujourd'hui, qui est Yves Cordier. Et c'est là où j'ai commencé une planification. Donc au final, je suis passée
allez, je fais la PPG de Sissi Mua sur YouTube, la séance de je sais plus qui sur Insta que j'avais vu, et en fait je faisais moi mon truc, à un coach et qui m'a vraiment structuré la chose, et c'était Yves qui m'a aidé à rentrer un peu plus dans le triathlon et dans le professionnalisme. Mais à cette époque-là, on était en mars 2020, et il a fallu attendre 1 an et demi presque avant mes premières courses en tant que pro. Donc en fait, entre tout ce temps-là, il m'a vraiment construit petit à petit. On n'est pas passé du jour au lendemain à un volume hallucinant. Ça a été hyper progressif. Yves, il a cette capacité enfin, je sais pas si c'est parce qu'il est comme ça avec tout le monde ou si avec moi ça a plus matché qu'autre chose. Mais il y a vraiment eu quelque chose qui a fait que, ouais, du jour au lendemain, en 1 an, je suis devenue professionnelle. J'ai fait vice-championne de France, j'ai gagné mon premier half Ironman. J'ai été qualifiée pour le championnat du monde Ironman en tant que pro, et en fait, ouais, je l'explique que par ça, parce qu'au final, j'ai toujours fait du sport. Alors après, oui, j'avais commencé la natation il y a peu de temps, donc plus tu t'entraînes, plus tu fais des kilomètres, mieux c'est, mais avec Yves, ça a pas du tout été non plus hallucinant. Tout le monde me disait, oh là là, Yves Cordier, il est connu pour être super dur, pour casser les athlètes. Même, on se le disait avec Yves. Moi, je lui ai dit, voilà, au début, tu me faisais peur, mais en fait, pas du tout, quoi. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois Yves et comment notre relation est. Et en fait, ouais, j'ai rencontré aussi mon copain Clément Mignon, qui était déjà triathlète professionnel 1 an auparavant. Et après, voilà, on était un trio. En fait, il y avait les championnats de France après le Covid, donc en juin 2021. Et donc, je m'étais entraînée très très bien. C'est-à-dire que j'avais un volume qui n'était pas hallucinant, mais je faisais mes petites intensités, Et en fait, tout ce qui me donnait, je le faisais et je le réussissais. Donc en fait, ça allait mais super bien. J'étais pas blessée, tout allait bien. Enfin, c'était vraiment mais trop facile limite. Et en fait, on arrive en juin 2021, première course de rentrée de Covid. Donc Clément, lui, il avait déjà expérimenté ça avant le Covid. Un peu plus sur des courses pro, mais moi c'était vraiment l'inconnu, quoi. Donc j'arrive sur ces championnats de France en juin 2021, je suis dans le SAS Elite parce que j'avais déjà fait de la D1 avant, mais vraiment, je sortais dernière de l'eau, et la seule chose que je faisais c'était que je courais vite, donc je rattrapais un peu du monde et je faisais des top 30. Mais sinon, j'aimais pas du tout la D1 parce que c'était du vélo en peloton, moi j'avais peur. Enfin, ça me correspondait pas. Bref, donc j'avais envie de faire la longue distance, j'adorais la longue distance. Dès que j'avais un footing long que Yves me donnait, j'adorais ça, j'avais envie de continuer. Les sorties longues en vélo, j'aimais bien aussi. Mais c'était vraiment à pied, quand c'était long, j'adorais. Et en fait, donc on arrive sur ce championnat de France en juin 2021, je suis dans le SAS Elite, et là je me dis, mais j'ai trop hâte parce que je vais enfin pouvoir, après 1 an et quelques de travail où tout s'est bien passé, voir comment ça se passe mal et comment je vais pouvoir changer les choses pour progresser. Et en fait, tout le monde avait un vélo de chrono, moi j'avais un vélo de route. Enfin, quand j'y repense, c'est la catastrophe. Et en fait, je prends hyper cher en vélo. Même les speakers disent, oh, elle a dû crever, parce que je sors bien en natation, et en fait, j'arrive loin en vélo. Je crois que j'arrive à 10 minutes. Et ils disent, oh, elle a dû avoir un problème en vélo. En fait, non, c'est que j'étais juste un peu larguée, quoi, avec mon vélo de route. Et à pied, j'ai réussi à faire une super course à pied et à finir 2e. Et je pense que le démarrage a été là. Je me suis dit, waouh, trop stylé, je peux faire 2e au championnat de France. Alors qu'avec Yves, on n'avait même pas fixé d'objectif de place. C'était juste première expérience, que du plaisir, quoi. Je rebondis juste sur ce que tu dis. Pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément le triathlon, dans le triathlon, il y a plusieurs disciplines, on va dire, plusieurs distances. Alors le triathlon déjà, c'est natation, vélo et course à pied, ça tu l'as dit, on l'aura compris. Et puis il y a plusieurs distances, qui va de la distance courte, qui est du sprint, voire même du super sprint, à la distance olympique. Là on est sur 1500 mètres de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied, jusqu'à la distance qu'on connaît comme étant l'une des plus longues, qui est l'Ironman, donc 3,8 km de natation, 180 de vélo et un marathon 42 km à la fin. Et puis il y a après des distances intermédiaires entre les deux, notamment ces championnats de France longue distance dont tu parles, qui eux sont sur un format 3 km de natation, 90 de vélo et 20 de course à pied. C'est un peu un mix entre du long et de Life Ironman. Et en plus, tu as la chance d'être accompagné par Monsieur Yves Cordier. C'est quand même juste, sans être absolument pas péjoratif, avec beaucoup de respect. D'ailleurs, j'ai échangé avec lui sur un autre podcast. C'est juste le dinosaure du triathlon en France. Lui, avec d'autres, notamment le papa de Fred Bellobre, notamment avec Pascal Piche, notamment avec plein d'autres personnes qui ont créé le triathlon en France, et notamment le longue distance. C'est juste une légende. Donc toi,
comment est-ce que tu es arrivé à choisir ou à être choisi par cet entraîneur alors que tu avais, en tout cas en triathlon, aucun track record puisque Yves, si je ne m'abuse, il officie à Nice, pas à Aix. Alors oui, en fait, j'ai oublié une petite chose, c'est que donc j'étais à Aix, j'ai fini ma licence, ma licence, donc mes 3 années, et en fait j'étais donc en équipe de triathlon en D1, et je me rendais compte que voilà, le triathlon prenait de plus en plus de place. Et la Réunion me manquait énormément, mais j'avais pas non plus envie de faire un pas en arrière et de revenir à la Réunion. Donc j'avais envie de trouver un endroit qui était un peu comme à la Réunion. Et j'avais trouvé qu'à Nice, il y avait des palmiers, il y avait la mer, et il y avait un peu la montagne, donc ça ressemblait bien à la Réunion. Et en fait, j'avais fait accompagnatrice pour un ami sur le 70.3 de Nice, et j'avais vu donc Nice, et j'avais adoré, enfin je m'étais dit, mais je veux être là-bas. Et donc j'avais voulu faire mon master à Nice. Donc j'étais un peu plus près quand même de Yves. Voilà pour répondre à cette question. Mais aussi, ouais, Yves, il est vu comme ça, et on en a parlé il y a pas longtemps, là, après le Portugal, quand j'ai fait mon premier Ironman, il est venu avec moi sur mon premier, et on en a parlé un peu de cette rencontre, souvent on fait un peu la rétrospection de notre relation, et en fait, moi j'étais pas du tout dans le triathlon, c'est-à-dire que Yves Cordier, je lui ai déjà dit, je suis désolée Yves, mais je sais pas du tout ce que t'as fait avant. Enfin, les gens le voient comme un dinosaure, comme quelqu'un d'extraordinaire. Et maintenant, oui, effectivement, je comprends. Mais au début, moi, Yves Cordier, oui, je savais qu'il travaillait chez Ironman. Je savais pas forcément exactement ce qu'il faisait. Je savais qu'il avait été triathlète, parce que mon père me l'avait dit. Il me parlait d'Embrun, donc je savais qu'il avait fait Embrun. Mais voilà, j'avais pas du tout l'historique de Yves. Et je le voyais... Enfin... Ouais, les gens me disaient, mais tu te rends compte de la chance que t'as et tout. Et je me disais, ouais, il est super. Mais il me disait, mais tu te rends... Et en fait, j'avais vraiment l'impression que les gens étaient, genre, j'avais l'impression que c'était le premier français triathlète, quoi. Et qu'il n'y avait pas d'autres comme lui. Et j'ai compris après que, effectivement... Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Mais voilà, moi, je dis, je suis trop désolée, mais... Et même mon copain Clément, il me dit, mais tu savais pas? Je dis, mais Clément, t'as pas compris que... je suis arrivée dans le triathlon par rapport au Covid, comme ça, enfin... J'ai aucune idée. Hawaï, je connaissais pas spécialement. Je veux dire, je suis pas née en me disant je vais gagner à Hawaï. Il y en a plein. Clément, par exemple, lui, au collège, au lycée, il voulait être triathlète professionnel. Moi, mais jamais de la vie. Je me suis jamais dit ça. Et il y en a, ils veulent gagner en brun. À 10 ans, ils disent je vais gagner un brun ou je vais gagner un Ironman. Mais moi, je savais même pas ce que c'était, quoi. Ouais, pour rester sur le triathlon, tu prends l'exemple de Sam Laidlow, qui fait du triathlon depuis qu'il a 3 ans, et son objectif, c'était de gagner les championnats du monde de l'Ironman. Ce qu'il a fait cette année, en 2023, c'était pas à Hawaï, mais comme tu dis, il y en a, c'est des rêves de gosse. C'est peut-être, ils idolâtraient déjà le triathlon, très certainement aussi parce que papa et maman étaient là, avant même de savoir marcher ou de savoir courir. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est d'autant plus à ton honneur que quelqu'un qui débarque de la gym, qui fait un peu d'athlétisme, qui arrive dans le triathlon, qui fait de l'AD1, donc tu nous as dit de l'AD1. L'AD1, c'est le championnat de France de triathlon courte distance. C'est là où il y a tous les meilleurs triathlètes mondiaux, parce qu'on va pas se le cacher, on a le droit d'être un peu chauvin aussi. En France, on a, je crois, le meilleur circuit de triathlon du monde, mais c'est super rapide. Tu l'as dit, c'est avec du drafting, ça veut dire que c'est une course où les gens en vélo, ils ont le droit de prendre les roues des autres. On a même le droit de rouler en paquet, de rouler en groupe, de rouler en équipe, et ça va ultra vite, c'est super explosif comme épreuve. Donc toi, tu fais tes armes sur l'AD1, pas longtemps quand même, parce que tu as découvert le triathlon à 18 ans. Yves, il m'a entraîné au début pour l'AD1 en fait. C'était vraiment ça, avec un objectif de faire un longue distance, parce que j'avais demandé ça. J'avais dit, Yves, j'adore les footings longs, j'aimerais vraiment faire un long, et Clément en faisait. Donc je m'étais dit, on ira ensemble, ce sera sympa. Mais l'AD1, en fait, je suis arrivée là-dedans parce qu'on m'a contactée par un club du Sud, et c'était les Sardines à l'époque, et voilà, je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi, je voyais vraiment ça comme une colo, quoi, parce qu'on partait en équipe sur des triathlons, et on partait 2 jours avant, nous je ratais un cours, c'était sympa. Et voilà, moi je voyais vraiment ça comme une sortie scolaire, quoi. Mais après, quand je suis arrivée sur ma première D1, je me suis rendu compte que les filles qui faisaient ça, mais c'était vrai, enfin, j'étais mais tellement larguée. Et en fait, c'est là où je vois que Yves, il a une force, c'est que il m'a jamais mis de pression, ou il m'a jamais dit, mais... Parce que en fait, j'étais tellement... Mais moi, je faisais du vélo avec des t-shirts dos nus de course à pied, des lunettes de ville, enfin, vraiment, j'avais pas du tout le style. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais vu qu'il fallait des lunettes aux clés, fallait avoir tel ou tel matériel, fallait avoir des roues comme ci, un vélo comme ça. C'était la Poissy, t'étais trop stylé. Et j'ai vraiment vu des trucs que j'avais pas du tout en tête, quoi. Et
Et ouais, en fait, Yves m'a jamais mis de pression par rapport à ça du tout. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça me correspondait pas parce que déjà, la natation, j'avais commencé très tard. À cette époque-là, je devais nager entre 8 et 10 km par semaine, alors que les autres filles en faisaient 30. Et en fait, je sortais hyper loin. Enfin, la natation, c'était pas du tout quelque chose de... Voilà, il y avait de la baston. Moi, j'aime bien être tranquille dans l'eau. J'aime pas qu'on me tape. Enfin, quand on me tapait, je faisais de la brasse. Alors que les filles de mon équipe me disaient, non, mais si on tape, tu remets un coup. Je dis mais c'est quoi ce truc? Et en fait ça m'a pas du tout convenu. Le vélo en peloton, tu peux chuter mais tu colles la roue, faut que tu restes dans les roues. Je dis mais non, mais j'ai trop peur moi. Il y avait des virages de partout. Je dis non mais moi, ça me correspond pas du tout. Et par contre quand il y avait la course à pied là c'était la libération. Je me dis enfin vite la ligne d'arrivée. Mais ouais dans la D1 je me suis vite rendu compte que j'aimais pas ça du tout. Combien de temps tu fais en D1, combien de courses avant de te dire en accord avec Yves ton entraîneur, tiens si on testait sur du long? Alors, bonne question. J'ai dû en faire 5 ou 6. Une saison, quoi. Ouais, enfin, avec 2 clubs différents. Parce que, en fait, j'en ai fait 3 avec les Sardines. Et j'ai dû en faire 2, je crois, avec le club ensuite. En fait, c'est que ça s'est mal passé avec le club aussi. En fait, je savais pas si je la faisais. Enfin, en fait, on ne pouvait pas programmer avec Yves. C'était sur Châteauroux. Et j'avais pas de nouvelles. Et je relance le président du club. Je dis, je la fais ou je la fais pas? Et en fait, il me répondait pas. Et la semaine de la course, il me dit en fait on n'a pas besoin de toi, c'est bon, on s'est débrouillé. Enfin, il m'a acheté comme une vieille chaussette quoi. Et là, je me suis rendu compte que je dépendais de quelqu'un, enfin que mes courses et que mon entraînement, enfin on s'entraînait quand même pas mal. Enfin, je veux dire, j'y mettais du mien, j'avais mes études, je vais parfois réviser en amont ou en aval. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu tellement un manque de respect et que j'étais comme ça, gertée comme une vieille chaussette. Alors que moi, j'y mettais vraiment de la volonté et que pour mes études, c'était pas facile de mixer les deux. Et là, je me suis rendu compte qu'à une semaine de la course, et je me souviens, j'avais pleuré, et c'est la première fois que j'ai pleuré avec Yves, parce que je l'avais eu au téléphone, et là, je me suis effondrée en larmes. Enfin, je me suis dit, mais comment on peut pas respecter les gens comme ça? Et c'est là où j'ai vu toute l'autre face du triathlon, où il y a énormément de polémiques, récemment, justement, tu parlais de Sam Ledlow, il y a eu une polémique sur le dopage, et j'ai été mise dedans, alors que je n'ai jamais rien dit sur Sam Ledlow. Et c'est Trimax sur Facebook qui a mené la sauce et je me dis mais c'est dingue comment on peut renverser les choses. Et il y a tous les réseaux sociaux qui se mêlent là-dedans. En fait, quand tu deviens triathlète professionnel, il y a vraiment autre chose que juste je m'entraîne et je fais des courses. T'as vraiment un aspect autre qui est aussi hyper compliqué à gérer au début, ou si on est un peu trop émotive ou quoi, ou on est mal accompagné. Et moi, j'ai la chance d'avoir été bien accompagnée et de savoir un petit peu ce qui est important. Et en fait, il faut vraiment rester qui on est. Et voilà, moi je sais qu'il y a des choses qui auraient pu m'atteindre énormément au début, qui maintenant me passent au-dessus parce que voilà, je sais ce que je suis, ce que je vaux, et un jour ou l'autre, les gens se rendront compte, quoi, je me dis. Bon, et tout ça, ça t'emmène justement à tester sur du longue distance. J'ai quelques résultats sous les yeux. Vice-championne de France longue distance en 2021, comme tu l'as dit. Vice-championne du triathlon de Gérard Mer longue distance. Pour ceux qui pratiquent le triathlon, ils doivent connaître Gérard Mer, qui est un tout petit peu en dessous d'Embrun, mais qui est juste dans un des plus durs de France aussi. Tu gagnes le 73, donc le Half Ironman du Portugal, tout ça en 2021. Tu gagnes le 73 du Bahreïn en 2022, troisième du triathlon de Gérard Mer longue distance en 2022. Et en 2023, tu gagnes les championnats du monde longue distance. Et puis là, tu viens de gagner l'Ironman du Portugal. Ça va pour quelqu'un qui arrive avec un peu d'insouciance il y a 3 ans sur le circuit longue distance. C'est quand même pas mal. Même pas 3 ans, 2 ans finalement. Ouais, 2 ans pleine. Alors on va dire que c'est... Enfin, alors j'ai fait la 2021. On a fait 6 mois en 2021 à cause du Covid. Et après j'ai fait 2 ans. Et en fait, on va dire que j'ai fait 3 saisons, mais qui ne se sont pas du tout ressemblées. La première en 2021, c'était vraiment la découverte. Quand tu me parles de Gérard Armé où j'ai fait 2e, à la base j'étais inscrite sur le M. Et en fait j'ai dit à Yves, oh mais j'aimerais trop faire le XL et tout, ce serait sympa, il est long. Et en fait il avait peur de trop me mettre dans le longue distance parce que je me souviens j'avais fait aussi le triathlon de l'Alpe d'Huez en 2021, donc j'avais fait les France et après j'avais fait le triathlon de l'Alpe d'Huez qui était un long. Et en fait, j'avais fait en randonnée. Je me souviens, mon père, il me suivait. Et en fait, j'avais tellement peur de la distance que je me suis mise à me mettre dans la course au pied de l'Alpe. Et j'ai fait le record de la montée de l'Alpe. Et par contre, j'ai fini, je crois, 5e. Mais par contre, j'ai le record de la montée. Parce que en fait, j'avais tellement peur de ne pas être capable de monter que les 100 km qui précédaient, mais j'allais tout tranquillement. Je faisais mon petit truc. C'était ma sortie du dimanche, quoi.
Et c'était vraiment, mais quand j'y repense, c'était trop drôle. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Et après, ouais, Gérard May, enfin, toute cette année-là, je l'ai fini à Daytona. J'ai en face de moi, justement, quand je suis en train de te parler, un poster, là, où on est avec Clément sur le circuit NASCAR à Daytona, en Floride. Et en fait, ouais, c'est cette saison-là qui était en 6 mois, mais elle a été hyper, hyper parfaite. J'ai fait énormément d'expériences, on a voyagé, j'ai gagné, enfin, j'ai vécu des émotions super. Et en fait, l'année 2022, elle a été horrible parce que j'ai eu la mononucléose, mais je l'ai pas su entre guillemets au début, donc je me suis hyper asséchée, j'étais très très maigre et c'était très compliqué après de sortir de ça. Donc je me suis fait beaucoup de fractures de fatigue aussi parce qu'après je me suis vue maigre, donc je me suis dit il faut pas que je grossisse, donc je faisais attention aussi à ce que je mangeais de manière débile, à supprimer les glucides, enfin des choses voilà. Enfin, vraiment, quand j'y repense. Et en fait, 2022, ça a été horrible parce que quand je fais 3e à Gérard May, j'avais pas couru les 3 mois qui précédaient. Donc, oui, j'ai fait 3e, les gens voient ça, mais c'était horrible. Enfin, j'avais mal partout. Quand on court pas, on se sent énorme. Enfin, c'était horrible. Vraiment, c'était une saison, mais horrible. En 2022, j'ai fait les championnats du monde vu que je m'étais qualifiée en 2021. Mais pareil, j'avais eu une fracture, donc je m'étais pas bien entraînée du tout. En course à pied, j'avais pas couru. Enfin, j'ai quand même eu 4 fractures de fatigue. Et j'allais sur les courses et j'avais fait 6e au championnat du monde ITU. Et en fait, pareil, enfin, j'avais pas couru, j'avais fait que du vélo. Donc en vélo, j'ai été très bien. Mais en fait, j'ai eu 2 problématiques en 2022. C'est que j'avais blessure sur blessure. Donc c'était, je m'arrête, je reprends. Je m'arrête, je reprends. Sans arrêt. Donc j'ai couru 4 mois sur 12 en 2022, donc forcément le volume et tout ça, enfin j'avais rien en consistance. Après l'autre problème, ça a été d'accepter un peu plus de poids quoi, parce que forcément il a fallu que je reprenne du poids et quand tu cours pas et que t'es arrêté et qu'en plus tu reprends du poids, quand tu reprends tu te sens un éléphant quoi, donc ça a été hyper dur. Ouais, ça je veux bien te croire. Moi j'ai bouclé ma traversée de la France cet été en courant, je suis arrivé sur la balance, je faisais 65 kilos, 4 mois après j'en fais 10 de plus et c'est un peu compliqué, notamment quand tu vas courir 10 ou 15 bornes, tu sens que t'as quelques kilos en plus. Oui, non mais c'est horrible, vraiment. Alors je pense que j'aurais jamais dû connaître ce sous-poids, ça m'aurait permis de pas connaître ces sensations où tu te sens voler. Oui c'est sûr qu'on me disait mais t'inquiète pas, ça va, mais en fait les gens se rendent pas compte, enfin j'ai pris du poids comme ça et en plus je me blessais donc j'ai perdu confiance et au final 2022 j'ai quand même réussi à sauver les meubles en gagnant le Bahreïn et en me qualifiant pour les championnats du monde donc en 2023 qui ont eu lieu en Finlande à Lahti et j'ai gagné mais c'est pareil, je sais pas où je suis allée chercher cette énergie là, enfin clairement c'est mentalement parce que je m'étais pas entraînée à pied, enfin la problématique était la même, j'étais juste sur une fracture de fatigue et en fait je perdais confiance parce qu'en mon corps aussi parce que 4 fractures en 7 mois avec la première au sacrum qui m'a arrêtée pendant 12 semaines, enfin quand tu reprends et en fait l'accumulation comme ça je me suis dit mais est-ce que vraiment je suis faite pour faire du triathlon, je me suis dit je vais pas me bousiller le corps comme ça. Enfin stop quoi, j'arrête. Et c'est là où l'entourage aide pour essayer de continuer. Et je savais même plus si j'aimais ce que je faisais. Enfin ça a été une période compliquée. Donc j'arrive à combien de mal faire une victoire à la fin de l'année. Mais cette année 2022 elle a été très très compliquée. Mais finalement ça aide et je me dis que j'ai tout connu en très peu de temps. Donc c'est bien aussi parce que moi j'ai un panel d'émotions assez varié quoi. Je me fais souvent la réflexion quand j'échange avec des sportives et des sportifs de niveau, c'est que finalement dans un petit bout d'homme ou un petit bout de femme d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, on a l'impression que vous avez déjà vécu 3-4 vies, donc t'as tout vécu en accéléré. Je pense qu'on a bien cerné du coup un petit peu d'où tu viens, ton expérience, tes compétences, ta résilience aussi dans l'atteinte d'un objectif. Tout à l'heure tu parlais de cet intérêt, enfin de la présence des proches et autres, tu parlais aussi des fractures, donc tu as parlé aussi de Yves Cordier, ton entraîneur. Rapidement, qu'est-ce qui t'accompagne? Quel est le staff au sens large qu'il y a autour de toi? Tes proches, ta famille, ton copain, ton entraîneur? Est-ce qu'il y a un kiné, un ostéo, un préparateur physique? Enfin, quelle est l'ampleur du staff autour de toi? Alors, au début, j'avais que Yves et Clément. Enfin, mes parents, forcément, la famille est toujours là. Ça, c'est vraiment le socle. Mes parents, voilà, ils sont là tout. Enfin, ils sont là souvent quand ça va mal. C'est vraiment eux qui sont là et qui me disent non mais... Enfin, pour les blessures et le problème que j'ai eu avec le poids, ça a été vraiment eux. Après, avec Yves, on se connaissait pas non plus depuis des années, donc ça a été compliqué de
voilà, lui expliquer des choses qui peuvent être un peu personnelles, comme par exemple l'aménorrhée. Donc comme j'ai perdu du poids, j'ai été en aménorrhée, donc il y en a qui peuvent avoir un peu peur d'en parler et se dire ça n'a aucun lien avec le sport, mais finalement c'est lié. Et d'un autre côté, il faut qu'il le sache, Yves, en tant qu'entraîneur, que je suis en aménorrhée. D'un autre côté, il n'est pas médecin, donc il ne peut pas non plus savoir comment faire, mais voilà. Il y a vraiment eu une ouverture de parole qui a dû être faite et vraiment être libre. Et en fait, Yves, il est rentré dans ma famille parce il a fallu voilà, vraiment que je sois ouverte et nature avec lui. Et en fait, avant, je le voyais un peu comme un coach en mode un peu trop mécanique. Il me donne un truc, je le fais, un peu commandant, quoi. Et alors, il s'est jamais mis dans ce rôle-là, hein, c'est moi qui le voyais comme ça. Mais en fait, ouais, il y a Yves, mon entraîneur, Clément, qui est là aussi, on va dire. Il fait un peu le rôle d'entraîneur aussi, mais comme qu'il est toujours présent, il voit quand je suis fatiguée. Voilà, des fois, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait, quand Yves il m'attend en bas et qu'on va rouler tous les trois, il me dit ça va? Oui, ça va et toi? Alors qu'il y a 5 minutes, j'ai dit à Clément, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et du coup, Clément, il permet de jauger un peu et de dire à Yves si moi j'ai pas envie de le dire ou quoi. Donc Clément, mes parents, j'ai une préparatrice mentale aussi depuis 2022, fin 2022. Voilà, ponctuellement qui m'aide. C'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place. Mais c'est pas systématique, c'est vraiment quand j'ai besoin de parler à quelqu'un qui a un avis extérieur, qui a vécu un peu les mêmes choses que moi. Ensuite, j'ai un préparateur physique qui est Fred Belaubre. T'as parlé de son papa. Pareil, j'ai voulu... Décidément, tu t'es juste entouré des meilleurs, mais ok. Fred, qu'on salue, hein, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ouais, j'ai voulu mettre ça en place après mes fractures parce que je sentais le besoin de me renforcer J'ai dit à Fred, pareil, je le connaissais un petit peu, mais pas non plus énormément, mais je lui parle comme s'il fait partie de ma famille et je lui dis, mais là Fred, je me sens énorme, j'ai besoin d'exercices pour réussir à me soulever, quoi, parce que je lui dis, quand je cours, c'est horrible. Et du coup, voilà, pareil, donc il a été dans le petit cercle avec Yves, parce qu'il faut aussi coordonner tout ça, parce que, pareil, c'est quelque chose à mettre en place de manière progressive et tranquille. Voilà, on a un kiné aussi, qui est sur Nice. Et en fait, donc ce staff-là, on l'a créé, donc pour tout dire, en mars 2023. Donc vraiment à la fin, il n'y a pas longtemps finalement. Et en fait, à Nice, on a trouvé... parce qu'en fait, je voulais vraiment m'encadrer d'un médecin. Parce qu'en fait, j'allais voir un peu à droite à gauche des médecins, sur Doctolib, je suppliais les secrétariats pour avoir des rendez-vous, machin. C'était horrible. En 2022, vraiment, ça a été aussi une charge mentale compliquée. Parce que l'IRM, oui, dans 2 mois. Mais dans 2 mois, j'étais là, mais alors oui, j'ai de la chance, peut-être que je suis exigeante, mais dans 2 mois, je me dis, mais c'est pas possible, je dis, moi, je consacre ma vie, alors oui, je suis pas la princesse, ni la reine d'Angleterre, mais je veux dire, voilà, dans 2 mois, je dis, mais non, mais je peux pas, dans 2 mois, j'espère avoir un protocole, donc, bref. En tout cas, voilà, ça a été vraiment un combat, mes parents m'ont énormément aidé là-dessus, sur trouver des médecins, les bons, qui aller voir, parce que t'as tout et n'importe quoi comme avis. Et donc là, voilà, enfin, en mars 2023, on a réussi à s'entourer d'un bon staff. Clément n'a pas eu de soucis là-dessus, mais il l'emmène quand même avec moi sur les séances de kiné et puis les petits contrôles qu'on a régulièrement parce que c'est important. Quand tout va bien, il faut quand même voir un peu... Voilà, donc on a un kiné et un médecin du sport à Nice. Le staff est pas mal. Il te manque quoi? Un nutritionniste, diététicien, oui, spécialiste du sommeil? Oui, alors j'ai une acupunctrice aussi. Je fais beaucoup d'acupuncture. J'ai bien aimé, j'en ai fait pas mal cette année. Et en fait, c'est une ancienne triathlète. Donc pareil, par hasard, j'ai découvert. Et au final, c'est super parce que elle est vraiment dans le milieu et elle connaît très bien Yves. Donc pareil, elle peut discuter avec lui. Et le nutritionniste, on a voulu mettre ça en place. Là, ça va être peut-être en 2024. Ça se fait progressivement. On n'a pas envie de le faire de manière non naturelle. Donc on y va tranquille. Et voilà, ça serait donc ça. Et on va dire qu'il y a des choses en 2024 qui vont se créer autour de cet environnement-là de la nutrition. On te souhaite que tout se mette bien en place. Si tu veux quelques contacts, je pourrais te partager des trucs. Notamment des gens qui sont passés sur le podcast Devenir Triathlète et certains qui m'ont accompagné sur mon défi de leurs bons conseils. Alors tout ça, on l'imagine, c'est pas gratos, ça a un coût. Alors même s'il y a des gens qui peuvent t'accompagner pro bono, il faut supporter tout ça. Aujourd'hui, en tant que triathlète professionnel, et je mets des guillemets parce que moi je sais ce que c'est, mais j'aimerais bien que tu nous expliques ce que ça veut dire d'être triathlète professionnel. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu vis avec ce statut? Alors triathlète professionnel, ouais, c'est vraiment particulier. Moi, j'estime que je le suis quand je gagne ma vie grâce au triathlon, quand c'est mon métier.
Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec ce terme parce que je suis pro, oui, j'ai ma licence pro. Mais pour moi, quand tu es triathlète professionnel, c'est quand tu as un contrat et que tu as un salaire tous les mois. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, compliqué pour... Ouais, juste pour préciser, effectivement, en triathlon, en tout cas en longue distance, que ce soit sur le label Ironman ou sur d'autres labels, tu prends ce qui s'appelle une licence pro. Ça te permet de courir sur toutes les courses, que ce soit, alors si on prend le label Ironman du 73, donc du Alpha Ironman, ou du full distance, de l'Ironman dont je donnais les distances tout à l'heure, 3,8, 180 et 42. Et tu peux faire ça sur toutes les courses et tu pars dans le SAS Elite, donc avec une poignée d'hommes entre hommes et de femmes entre elles. Et puis, vous n'êtes pas trop mélangés non plus avec les amateurs. Alors, évidemment, au bout d'un moment, les meilleurs amateurs peuvent tutoyer les moins bons pros, enfin en tout cas ceux qui sont moins à fond à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est finalement être ça, avoir une licence pro sur le triathlon longue distance, c'est avoir le droit de concourir avec les meilleurs. Par contre, c'est une licence que tu payes, hein. Si je ne m'abuse, sur Ironman, on est pas loin des $1,000 par an. Et finalement, c'est tout ce que ça te donne comme droit, d'aller sur n'importe quelle compétition sans t'inscrire préalablement. Limite, t'arrives avec ta valise, ton vélo et puis tu prends ton départ. Mais c'est pas parce que tu as une licence pro que t'es payé soit par Ironman, soit par un autre label. Bah non, en fait, ça permet d'obtenir un prize money si on fait donc un résultat. Donc c'est quand même pas négligeable parce que moi, c'est ce qui me... Enfin, moi, je vis des prize money. Avec Clément, on vit de ça. C'est vraiment notre source de revenus première. On fait premier, on a une prime. Parfois, c'est jusqu'au 6e, parfois au 8e et jusqu'au 15e sur les championnats du monde. Mais voilà, oui, après, il y a des critères que la Fédé a déterminés pour avoir sa licence pro. Je crois qu'il y a sur les championnats de France. Enfin voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai eu. C'est que j'avais fait 2e au championnat de France et après, j'ai eu ma licence pro. Et après, donc, on paye une licence à l'année qui coûte $1,200. Maintenant, ils ont augmenté. Il y a l'inflation. et après, sinon, on peut payer à l'événement. Donc, moi, en 2023, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quand on paye à l'année, on peut s'inscrire sur toutes les courses. C'est vrai qu'on peut être partout sur toutes les start lists. Au moins, on peut décider à la fin, bah, je vais là ou je vais là. Mais moi, j'ai jamais pris cette formule-là. J'ai toujours... fait avec Yves un planning, voilà, telle course, elle m'intéresse, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de performer, je m'inscris à celle-là. Du coup, moi, je payais à la course. Donc voilà, et oui, donc on a les prize money après de chez Ironman en particulier. Il y a aussi Challenge, il y a aussi les courses PTO. Et après, petit à petit, on essaie d'avoir des sponsors. C'est très très compliqué. Alors au début, il y a 1 an de ça, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit oui, je comprends pas, j'ai pas de sponsor, c'est trop dur. Mais en fait, j'ai un peu plus compris maintenant la problématique des marques, c'est qu'il y a eu le Covid. Et en fait, elles ont été énormément impactées par le Covid. Elles ont eu des engagements avec des athlètes. Et j'ai été en contact avec différentes marques. Et en fait, ça n'a pas encore vraiment abouti parce que elles n'ont pas de financiers. Et elles veulent pas me proposer un contrat qui n'est pas comme d'habitude, entre guillemets. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué là avec le Covid. Ou alors, ils me baratinent, mais je pense pas parce que j'ai eu de bonnes relations et de bons échanges. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé avec Léon en beau moment en termes de triathlète de professionnalisation. Et c'est compliqué parce que du coup, notre vélo, on l'a acheté, notre matos, on l'achète. On a quand même des partenaires comme pour les roues, on a avec DT Suisse, la nutrition, on a avec 226 Ears, on a quand même des partenaires qui sont là, mais en fait, et heureusement d'ailleurs, on a un mécène énormément qui nous aide depuis le début, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, nous au début, en fait ce qui est le plus important c'est d'être accompagné au début, parce que en fait t'as envie de progresser mais tu peux pas, et c'est compliqué si t'as pas le matériel, tu peux pas non plus tout acheter, ou alors faut que tes parents soient millionnaires, mais moi c'était pas le cas, donc malheureusement j'ai pas pu faire ça, mais ouais, non, c'est très très compliqué, et je pense que des fois faut juste attendre, et voilà, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je sais que j'en vis pas, je me considère pas comme professionnelle parce que voilà, j'ai pas un salaire tous les mois, et si je suis blessée, j'ai 0 € quoi sur l'année. J'ai quelques petits contrats, oui. Mais les marques nous payent en juin et en décembre. Donc là, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que avant mai, l'année prochaine, en 2024, ça sera plus ou moins ma première course. Jusqu'à mai, j'aurai pas rien qui rentre. J'ai rien qui rentre. Donc en décembre, j'aurai un peu de primes de fin de saison avec le ranking PTO qui va tomber, tout ça. Mais de janvier à mai, j'ai 0. Et en fait, il y a tout plein de problèmes. C'est avec Clément, si on veut louer un appartement, on peut pas.
Parce qu'on va dire quoi aux propriétaires? Bah non mais t'inquiète, on va gagner l'Ironman du Texas ou... Enfin non, tu peux pas. Et si tu veux acheter, tu peux pas. Si tu veux faire un crédit pour acheter une voiture, tu peux pas. Enfin c'est compliqué quoi. Et si t'as pas tes parents qui sont là pour t'aider, en tout cas non, on peut rien faire nous. Même si on arrive à faire quelques résultats, mais... C'est compliqué, ouais. Puis j'imagine que les primes de course, alors ça varie selon les courses, ça varie aussi selon les labels. C'est pas non plus des millions d'euros. Et puis même si ça se compte peut-être en milliers, voire même pour les plus grosses courses, si tu gagnes les championnats du monde Ironman, ça peut être en dizaines de milliers. Malgré tout, ce qu'il faut voir, c'est tout l'investissement qu'il y a eu avant et éventuellement toute la dette que tu as accumulée, parce que pour payer un kiné, un médecin du sport, un acupuncteur, un nutritionniste, un diététicien, un coach, etc., tout ça c'est des coûts qu'il faut assumer, alors que tu t'es même pas encore aligné sur la course. Et après quand tu gagnes, finalement tu vas rembourser un petit peu tout ce que tu as déjà investi, tout ce que tu as déjà avancé, et peut-être que tu auras un petit peu d'avance pour la saison d'après, mais comme tu le dis, en fait c'est un peu le chat qui se mord la queue, tout ça en serrant les fesses pour espérer de pas être blessé et donc pouvoir continuer à rémunérer ta saison. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue et pas forcément un cercle vertueux mais plutôt vicieux là-dedans. C'est hyper compliqué, exactement. Alors je souhaite quand même souligner que moi, Yves et Fred me demandent zéro, donc j'ai pas à les payer. J'estime que je dois les payer, donc je le fais en fin d'année en fonction de ce que j'ai, ce que je peux. J'essaie de faire un peu mes comptes et Yves m'a toujours dit, tant que t'as pas une situation stable, je veux pas être payé. Et ça depuis le début. Et c'est extrêmement rare et ça montre que voilà, enfin, il y a encore des gens qui pensent pas qu'à l'argent. Mais j'ai une chance inouïe parce que, enfin, voilà, je suis hyper chanceuse de ça parce que voilà, j'ai pas ce stress-là de me dire merde, enfin, en fait, j'ai pas de revenus réguliers, mais j'ai pas de dépenses régulières non plus. À part les courses, mais bon, ça faut quand même manger. Mais voilà, ça c'est une chance. Mais ouais, c'est super compliqué parce que voilà, j'aimerais bien ne pas avoir à payer mon vélo. Enfin, ça c'est la plus grosse des dépenses. Et je pense que le prochain objectif, ou en tout cas ce que je peux espérer et ce que je souhaite, c'est de rentrer dans une marque de vélo qui... Et ça va vraiment me soulager d'un poids parce qu'en fait, on disait avec Clément, enfin on voyage, on casse notre vélo, c'est fini quoi. Enfin on n'a pas de vélo et on sait combien c'est difficile d'avoir des vélos avec le Covid. Un peu mieux là ça va, mais tu peux pas avoir un vélo dès le lendemain quoi. Donc c'est hyper dur. Pareil, on n'est pas une distance olympique, donc on peut pas être à l'armée. Et ça c'est pareil, on est sur liste ministérielle, on a fait champion du monde, on est sur la liste la plus haute, je sais plus comment elle s'appelle. Mais ouais, enfin c'est bien, ok, trop cool. Mais au final, ça n'apporte rien parce que on n'est pas olympique, donc on peut pas rentrer à l'armée. Et en fait, l'armée, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un salaire régulier, d'avoir un lien social, de voir des gens, d'avoir des rencontres. Ça, c'est aussi important. Nous, en triathlon, c'est un sport qui est hyper... on est un peu égocentrique, quoi. Enfin, je veux dire, nous, avec Clément, on le partage, donc ça va. Mais c'est vrai que t'es dans ta tête dans le guidon et l'armée, ça permet ça aussi. Ça permet de voir des autres sportifs. Enfin, c'était quelque chose de hyper intéressant. Mais ouais, c'est le problème du longue distance, c'est qu'on n'est pas au JO. Donc, on n'a pas le droit à tout ça. En tout cas, c'est l'essence même de ce podcast. Tant que faire se peut, on soit là aussi pour vous accompagner. Donc celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de filer un petit coup de main à Marjolaine, je vous mettrai tous les liens de Marjolaine dans les notes de l'épisode. Mais vous pouvez aussi aller faire un tour sur vestiaire.org/Marjolaine et puis vous pourrez la soutenir beaucoup, j'espère, pour que tu puisses avoir un petit peu plus de visibilité sur la saison 2023-2024. Marjolaine, c'est cool toutes ces infos que tu nous as données. T'as pas été avare de partage et ça, je t'en remercie beaucoup. J'aime bien terminer ce podcast en posant une question maintenant à mes invités. Si tu devais recroiser la petite Marjolaine de quand t'avais 15-16 ans, tu vois, t'avais pas encore arrêté la gym sans forcément avoir des velléités, des envies de devenir championne du monde ou championne olympique dans ta discipline. Qu'est-ce que tu crois qu'elle penserait de toi en te voyant si vous vous rencontriez? Bonne question. Je me disais, peut-être, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pensais que ça allait être ça la question. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Alors, sans vouloir me jeter des fleurs, que j'ai été courageuse, je pense, parce que j'aurais jamais pensé, surtout en 2022, pouvoir... Enfin, même Yves, il me disait, mais non, là, on va faire la course, t'es pas entraînée, tu peux pas faire la course, tu finiras pas le semi. Et je dis, mais si, je veux y aller. Je suis un peu têtue, mais non, je pense que, que je suis courageuse, parce que au final, j'ai pas lâché et... J'ai eu 4 heures de fatigue, j'ai continué les courses. 2022
aux yeux du grand public ne s'est pas vraiment vu comme une saison blanche, alors que dans ma tête c'était plus que blanc, il y avait rien, enfin c'était une catastrophe. Et Clément est pareil, il m'a dit mais moi à ta place j'aurais bâché la saison et je me serais concentrée sur 2023. Et en fait non, c'est pas comme ça que je suis pas du style à lâcher, à baisser les bras. Enfin je sais qu'avant j'avais super peur quand on me faisait une prise de sang, et avec toutes mes fractures et mes problèmes j'ai dû en faire tellement des prises de sang que pareil, enfin, je serrais mes poings et je me disais allez c'est pas grave, ça fait pas mal. Et j'étais hyper courageuse, et je sais qu'à 15-16 ans, enfin, je faisais tout un sketch quand on allait au laboratoire avec ma maman, j'avais un petit gâteau après et tout parce que j'avais trop peur. J'étais hyper hypochondriaque, et je sais que j'arrive à faire des choses que j'aurais jamais pu faire. Enfin, j'ai nagé là au Portugal, il y avait des vagues, enfin c'était horrible la natation, et je sais que j'aurais abandonné avant parce que j'aurais eu trop peur de me noyer ou de pas réussir à rejoindre le bord. Et ouais, je pense que c'est courage, ouais, je dirais ça. Bon, l'avantage, c'est qu'au Portugal, contrairement à La Réunion, il n'y a pas de requins. Oui, non. Oh la l'horreur. Bon, bah c'est cool, merci beaucoup Marjolaine. Juste pour terminer, même si je dis que je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut regarder un petit peu ton histoire, savoir où est-ce que tu en es dans ta préparation et dans tes compétitions? Alors, je mets tout sur Instagram, c'est ma page un peu... Bon, j'adore Instagram, et j'ai dû aussi un peu évoluer avec ça, parce qu'au début, je parlais à mes copines, à mes copains, et en fait, après, ça a un peu grossi, et maintenant, j'essaie d'un peu de recentrer et de moins partir dans des délires. Mais Instagram, sur ma page Marjolaine Piré, sur Facebook, mais un peu moins quand même. Et j'ai créé une page YouTube il y a 2 ans et demi, au tout début. Mais voilà, il n'y a rien de qualitatif parce que pareil, c'est un budget encore de prendre quelqu'un, et c'est du temps aussi. Donc j'ai essayé de dire à Clément, s'il te plaît, fais-moi des vidéos, mais il aime pas trop. Du coup, YouTube, j'aime bien, mais c'est plus pour être encore plus proche des gens qui veulent en savoir plus. Je raconte des fois des choses sur ce qui m'est arrivé, ce que je vais faire après, comment j'ai ressenti la saison. Mais voilà, c'est vraiment des vidéos où je me filme et je discute, et c'est plus pour que les gens sachent un peu plus et qu'ils voient un peu les contours et tout ce qu'il y a autour du triathlon longue distance, en tant que pro. Donc je dirais Instagram, YouTube et un petit peu Facebook. Ok. Bon, sur Instagram, t'as raison, t'as juste quelques potes et puis un peu de la famille, 23 000 followers. C'est juste 2-3 potes comme ça qui te suivent. Bon, après, on peut faire mieux, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai arrêté de mettre mon chat un peu trop souvent. Voilà, j'essaye de... Je prends Snapchat maintenant pour envoyer tout et n'importe quoi, et j'essaie d'être un peu plus pro sur Instagram. Ça marche. Écoute Marjolaine, merci beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble. J'espère que tu auras inspiré nos auditrices et nos auditeurs. Vous l'aurez compris, cette fois-ci j'étais un petit peu plus vraiment dans le jeu, dans le game, parce qu'on parle de triathlon et c'est un sport que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Voilà, il y avait un petit peu de connivence, je connaissais un peu mieux ce sport. On te souhaite une bonne continuation, termine bien ta saison 2023. Là je pense que tu es en récup, là tu es à La Réunion, c'est ça? Donc tu prends un petit peu de soleil, un petit peu d'air un petit peu plus chaud, pendant que nous en France là on commence à claquer des dents. Oui, en fait, j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc j'ai jamais vraiment connu d'hiver long et les journées courtes. Donc c'est vrai que j'ai souvent ce réflexe de retourner quand il fait froid à la Réunion, et c'est un moyen de voir mes parents, de profiter de la plage, de faire pas grand chose, même si je suis un peu hyperactive et que j'adore toujours bouger. Mais voilà, on va bien profiter, et on reviendra en janvier pour faire notre préparation hivernale comme on le fait toujours avec Clément, avec l'humidité et la chaleur. C'est quelque chose qui nous réussit et qu'on aime. On aime un peu souffrir, et quand on revient en métropole, on se sent un peu mieux. Mais là, un peu de réunion pour se poser et profiter. Bon, sois pas avare, envoie-nous un petit peu de soleil et de beau temps. Nous, on prend aussi ici. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt, chers auditrices, chers auditeurs, pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, merci de nous écouter. À bientôt. Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode? Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire, et j'espère que vous aurez apprécié celle de Marjolaine. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode, ainsi que tous les liens pour rester en contact, voire contacter notre invité. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/Marjolaine pour en savoir encore plus sur Marjolaine Piré et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous que Marjolaine trouvera toutes les ressources pour travailler dur pour atteindre tous ses objectifs. La philanthropie sportive, ça vous parle? C'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est
100% transparent, 1 euro donné égale 1 euro pour l'athlète. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!